Bonjour à tous, bonjour Alexandre Rambaud, et merci de nous rejoindre pour cette quatrième et dernière conférence Action du défi biodiversité. Vous le savez, l'ambition du défi, c'est de réconcilier l'économie et les questions environnementales, et en particulier la biodiversité. Donc on est ravis de vous accueillir pour ce temps de discussion autour d'un sujet fondamental, c'est la question de la comptabilité, la question de la calcul de la valeur et comment réadapter nos outils pour que l'économie se mette au service de la biodiversité et non pas la détruire. Alors, vous allez vous présenter, vous êtes l'un des initiateurs de la méthode CARE, et donc on est absolument ravis d'avoir ce temps de discussion participative, puisque à la fin de cette conférence, évidemment, nos chers auditeurs et internautes pourront vous poser des questions en direct. Alors, je voudrais commencer par une question assez simple, finalement. Est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter, Alexandre? Oui, déjà merci de m'offrir cette opportunité de discuter de ces sujets-là dans ce cadre-là. Je suis Alexandre Rambaud, je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech et chercheur au CIRED, qui est le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Je suis chercheur associé à Dauphine et je co-dirige la chaire de comptabilité écologique qui est portée par AgroParisTech, Dauphine Université de Reims. Voilà. Et alors, justement, on va rentrer dans le cœur du sujet tout de suite. Vous êtes un des initiateurs de la méthode CARE. Avant de rentrer dans le cœur de cette méthode et de la révolution comptable que vous portez, pourquoi est-ce si nécessaire aujourd'hui de changer les méthodes comptables, les normes comptables? Ce qui se passe, c'est que je vais citer en fait deux rapports que j'aime bien citer, qui sont relativement récents, de 2018 tous les deux. On a le rapport dit Nota Sénar en France, qui était en préambule à la loi Pacte, qui fait un état des lieux en fait de l'entreprise dans le XXe siècle, avec tous les enjeux socio-environnementaux attenants. Et il explique que voilà, la comptabilité, c'est par là que passe toute la compréhension de l'entreprise, et c'est vraiment le langage de l'entreprise, des organisations, et que actuellement, donc, les enjeux socio-environnementaux en sont exclus. Et ce qui fait, là aussi, je cite le rapport, que du coup, les acteurs de l'entreprise ne peuvent pas prendre de décisions avisées. Donc, quand on a un langage qui n'est plus capable de parler correctement, entre guillemets, et de faire parler correctement, on ne peut pas considérer qu'il y a, en fait, on peut prendre des décisions avisées. Et puis, l'autre rapport, c'est le rapport européen qui est en préambule au plan d'action européen pour une finance durable, qui là aussi donc est revenu sur la question de la comptabilité, qui explique que donc la prise en considération des enjeux de soutenabilité dans la comptabilité, c'est crucial, c'est le terme utilisé, parce que notamment, sans ça, on ne peut pas considérer que là, on a des décisions d'investissement dans les entreprises qui sont sur des bases appropriées, en fait. Là aussi, c'est le terme retenu. Donc, il y a déjà donc, tous ces enjeux-là. Donc, la comptabilité comme langage de l'entreprise et la possibilité donc d'avoir un langage qui parle correctement. Derrière, il y a aussi l'enjeu que c'est la comptabilité qui sert à structurer les performances de l'entreprise. Dans le cadre financier, c'est vraiment sur la comptabilité que l'on va asseoir la notion de performance. Et que parler de performance extra-financière sans comptabilité, en fait, c'est parler dans le vide, dans le flou, en fait, le plus total. Et troisième raison aussi, qu'il a une raison des plus, on va dire, politique et plus, on va dire, philosophique, anthropologique, c'est que la comptabilité, c'est pas qu'une technique, c'est pas neutre. Derrière la comptabilité, il y a des choix de société, il y a des choix politiques dans le sens noble du terme, et qui, justement, sous couvert de cette technicité, vont être véhiculés dans l'entreprise et les acteurs vont récupérer ces choix sans forcément toujours s'en rendre compte, et ça va modeler leur façon de concevoir l'entreprise et le monde dans lequel vit l'entreprise. Et donc, il y a donc un enjeu fondamental à, entre guillemets, correctement guider la façon justement dont on veut réinscrire l'entreprise dans le monde dans lequel elle vit. Et donc, de correctement structurer les choix à l'origine de la comptabilité.
Et du coup, justement, sur cette question-là, hein, historiquement, anthropologiquement, hein, depuis l'Antiquité, puisque la comptabilité émerge avec vraiment tout début de l'Antiquité en Mésopotamie, dès que l'homme commence à faire, l'être humain commence à faire civilisation, la comptabilité, son rôle, ça a été de modéliser, de représenter, bien avant de compter. Et donc, il y a un enjeu de représentation. Comment on représente le monde dans lequel on est? Comment est-ce qu'on représente les entités non humaines, par exemple? Et du coup, pourquoi est-ce qu'on a fait aussi comptabilité historiquement? C'était pour favoriser des enjeux de coopération et de nouvelle coordination. Et donc, ça, c'est vraiment l'enjeu fondamental. C'est comment est-ce que on favorise, on développe des nouvelles coopérations, des nouvelles coordinations avec des outils. Et l'outil comptable est un des outils fondamentaux pour y arriver. Donc, coopération et coordination entre humains et non humains. Donc, voilà l'ampleur en fait de la tâche derrière la comptabilité. C'est comme si on disait de la même façon que l'économie est neutre. En fait, l'économie ou la science économique n'est pas neutre. C'est à peu près la même chose, c'est ça? Tout à fait. Et en plus, dans la comptabilité, avec malheureusement une comptabilité qui s'est progressivement totalement dépolitisée à dessein depuis les années 80, avec cette idée que voilà, c'était bon, la comptabilité pouvait être totalement technique et que ça pouvait être réduit à un outil neutre, ce qui n'a jamais été le cas. Et alors, du coup, comment est née cette initiative de la comptabilité, de cette nouvelle approche que vous portez et qui s'appelle CARE, et quels en sont les grands principes? Voilà. Question à deux volets, en quelque sorte. Oui. Alors, l'origine de CARE, c'est une réflexion globale à la fois sur qu'est-ce que la comptabilité financière, déjà, avec une analyse historique, une analyse politique, sociétale. Et ensuite, qu'est-ce que, on va dire, la durabilité, et en mobilisant plusieurs domaines, parce que le but, c'est justement de croiser plusieurs domaines et surtout pas raisonner en silo, c'est-à-dire en disant, voilà, on est dans la comptabilité, on va structurer un peu de reporting et quelques indicateurs, et c'est bon, on a résolu tous les problèmes. Non, c'est pas comme ça qu'on peut s'en tirer. Du coup, quand on fait cette analyse-là, on se rend compte d'une première chose, c'est qu'il y a une évolution très forte dans la comptabilité financière elle-même, où on est passé en fait d'une vision historique de la comptabilité qui était de dire on va structurer en fait les avances faites à l'entreprise, donc en fait les dettes qui proviennent de différents acteurs, de banques, de fournisseurs, d'actionnaires qui sont traités au même niveau que les banques et les fournisseurs, d'ailleurs, historiquement. Quand je dis historiquement, c'est jusqu'à la fin du XXe siècle, et encore maintenant, mais de moins en moins, enfin, cette conception est de moins en moins, dominante. Et qu'on va regarder comment est-ce que toutes ces avances sont gérées dans le cycle de production de l'entreprise. Et que le résultat, c'est le surplus de chiffre d'affaires après la garantie de la possibilité de rembourser toutes les avances qui ont permis le cycle de production. Oui. Voilà, c'est vraiment quelque part assez basique, mais c'est la structure de la comptabilité historiquement. Et il y a eu une évolution à partir de ce qu'on appelait la révolution néoclassique dans les années 60, qui a conduit à ce qu'on appelle aussi la financiarisation de l'économie, où on a commencé à dire, non, la comptabilité, ça doit montrer la valeur actionnariale, ça doit permettre d'optimiser la valeur actionnariale, ce qui n'a jamais été son rôle historiquement. Et dans ce cadre-là, quand on passe à l'extra-financier, aux enjeux socio-environnementaux, eh bien, c'est le modèle justement néoclassique de comment favoriser la valeur actionnariale qui tend à s'imposer. Et donc de faire de la nature et aussi des êtres humains des nouvelles sources de productivité, des nouvelles sources de valeur et potentiellement des nouvelles sources de risque pour la valeur actionnariale. Et donc on va avoir une façon d'aborder ces questions-là sous cet angle de la nature, c'est productif ou ça génère des risques pour la valeur actionnariale. Je schématise, mais c'est à peu près ça. Et ça, ce qui se passe, c'est que quand on mobilise justement d'autres champs de compétences, comme par exemple les modèles bioéconomiques, les sciences écologiques, on se rend compte que cette façon d'aborder la nature n'est en aucun cas en accord avec des exigences écologiques, scientifiques et collectives. Par exemple, ce qui est demandé par le GIEC sur la trajectoire de degrés. Donc là, l'idée de CARE, ça a été de dire, mais en fait, on ne peut pas continuer comme ça, c'est de dire, la comptabilité historiquement, c'est de la gestion d'avance, la gestion de dette financière, monétaire, et bien étendons ça, en fait, à des dettes écologiques.
Et donc, partons de l'idée que la durabilité, c'est préserver la nature, préserver des êtres humains, et c'est pas considérer que la nature est intrinsèquement purement productive. Et donc, d'inverser la logique et de connecter ça, en fait, à la comptabilité telle qu'elle a été faite historiquement. C'est ça, en fait. Donc, ça veut dire que c'est un renversement quelque part entre le fait de parler de la nature ou de la biosphère ou de notre écosystème dans une logique de service ou dans une logique d'emploi. Si je suis vraiment, je tiens à le dire à tous les auditeurs, nul en comptabilité, mais je trouve cette approche passionnante. Donc, c'est pour ça qu'on vous a invité. Mais voilà, je vais poser des questions peut-être un peu béotiennes parfois. C'est pas béotien, c'est justement, on est au fond vraiment au cœur du problème, c'est que on a donc cette vision justement qui tend à s'imposer, qui est de plus en plus dominante, qui est de dire donc que la nature doit être appréhendée sous un ensemble de services écosystémiques, de services productifs, de services utiles, et que tout ça va contribuer donc au niveau de l'entreprise à augmenter potentiellement la création de valeur. Donc ça, on a un cadre qui s'impose de plus en plus et qui correspond véritablement à la majeure partie, quand je dis la majeure partie, l'écrasante majorité des initiatives internationales sur les enjeux de comptabilité organisationnelle ou nationale. Et ce qui se passe, c'est que justement, CARE va dire non, la nature, donc c'est une source d'avance qui doit être remboursée. Donc c'est des dettes. On prend éventuellement, on exploite un écosystème et il faut être en mesure de le rembourser. On a un être humain qui travaille dans une entreprise, il faut être en mesure de garantir sa décence, son bon état, entre guillemets, son état de décence et d'intégrité. Et dans ce cadre-là, ce qu'on va chercher à regarder, ce n'est pas les services qu'il peut fournir, il n'est pas corvéable un merci, c'est cet écosystème, par exemple, donc, qui doit être remboursé. Il est mis dans une situation particulière d'emploi, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui est pourvoyeur de services dans l'absolu, c'est qu'il est mis à un moment donné dans une situation où il va pouvoir être employé d'une certaine façon. Donc, c'est ça la différence entre le service et le maître, et considérer que c'est nous en tant qu'entreprise, c'est nous en tant qu'activité humaine qui mettons l'écosystème dans une situation d'emploi. Et juste pour terminer comme exemple, c'est exactement la différence entre si vous avez un ami ou une amie et que cet ami, j'espère que vous ne le considérez pas comme un simple ensemble de services qui vont être bénéfiques pour vous. C'est un peu plus que ça, enfin, en tout cas, j'espère. Par contre, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, vous alliez donc voir cette personne en lui disant est-ce que tu peux m'aider, par exemple, à déménager, je ne sais pas. Et dans ce cas-là, vous allez en fait l'employer, le mettre dans une situation d'emploi à un moment donné. Et d'ailleurs, en ayant conscience qu'en l'employant, ça vous crée effectivement un bénéfice pour vous, mais que du coup, lui, il passe du temps, il passe de l'énergie, et donc éventuellement, vous allez lui payer un verre après, et vous allez lui payer un repas pour le compenser, entre guillemets, du temps qu'il a passé. Donc, c'est ça la différence entre un service et un emploi. Oui, mais alors, ça me pose un petit problème, votre façon de penser. Du coup, ça veut dire que moi, pas un problème, une question, ça veut dire que moi, je suis obligé d'être capable d'évaluer, de calculer la dette. Alors, si on en revient à la dette, on va dire en termes humains ou en termes du capital naturel, donc ça veut dire que je suis obligé de donner un prix à la nature. Alors justement, c'est Alexandre. Exactement l'inverse, exactement. Donc, merci pour la question. C'est exactement l'inverse que de donner un prix à la nature. Là, donner un prix à la nature, c'est justement les modèles dominants dont je parle, c'est-à-dire considérer donc que la nature est productive. Et donc, on va essayer de trouver une sorte de marché qui permettrait donc de modéliser cette productivité et de considérer la nature comme le prix carbone, par exemple. Comme le prix carbone, par exemple, exactement. Et la démarche de CARE est totalement inverse parce qu'il ne s'agit pas de donner un prix, c'est vraiment de dire il faut rembourser en l'état, donc sur des bases biophysiques, scientifiques, avec un suivi biophysique et scientifique donc d'un écosystème donné, ou du climat, enfin voilà, et de se poser la question quelles sont les actions nécessaires pour garantir cette préservation. Or, les actions nécessaires pour garantir cette préservation sont coûteuses. Elles ont un coût. Et donc, le chiffrage de la dette
Et l'intégration en fait monétaire dans CARE se fait sur la base des coûts nécessaires pour assurer les activités de préservation des capitaux, pris en compte, donc les écosystèmes, les êtres humains, etc. Donc, ce n'est pas en fait une base de prix, c'est une base de coûts d'action spécifiques. Excusez-moi, Alexandre, je vais encore mettre les pieds dans le plat. Mais tout ça, ça fleure bon la compensation. Or, il me semble que non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Non, alors c'est là encore, c'est pas du tout aligné sur des enjeux de compensation parce que Vous avez dit compenser tout à l'heure. Vous avez même utilisé le mot. oui, alors oui, totalement. En fait, c'est compenser. Alors le problème du mot compenser, c'est que bon, il peut vouloir dire beaucoup de choses. Et quand j'employais le mot compenser, en fait, c'est justement sous l'angle de préserver, mais préserver sur des bases scientifiques. Le problème, c'est que malheureusement, il est employé sur d'autres sens. Alors, je vais donner un exemple, par exemple, dans le cas du climat. Dans le cadre de CARE, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, en fait, avoir un recours à des puits carbone. Mais exactement, d'ailleurs, comme les initiatives… Vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un puits carbone, Alexandre? Peut-être que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un puits carbone, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Un puits carbone, donc, c'est un système, un dispositif qui va permettre en fait de stocker du carbone pour donc éliminer une partie du carbone de l'atmosphère. Donc, ça peut être sous la forme de plantation d'arbres, ça peut être des dispositifs plus techniques, et donc c'est pour retirer donc une partie du carbone de l'atmosphère. Ce qui se passe, c'est que donc c'est des dispositifs qui vont être qui sont utilisés et qui sont nécessaires si on veut atteindre une neutralité carbone. On ne peut pas en fait avoir une neutralité carbone sans avoir des puits carbone. Et ce qui se passe, c'est que justement par rapport à ça, ce mot compensation donc, qui a été utilisé dans tous les sens et qui renvoie à des choses très diverses et variées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on commence à avoir des évolutions de langage aussi. Et d'ailleurs, je le vois dans le chat, effectivement, on commence à parler de contribution, des choses comme ça. C'est la différence entre garantir sur une base scientifique que un puits carbone va véritablement éliminer tant de kilos, tant de tonnes de CO2, ça c'est de carbone, donc une garantie scientifique, et que ce carbone est complètement sécurisé dans le temps, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être relâché. Et parce qu'on sait très bien que le carbone reste très longtemps dans l'atmosphère, donc si on relâche au bout de 10 ans en ayant planté deux, trois petits arbres, ça… Voilà, typiquement, si vous achetez la plantation d'un arbre quelque part dans le monde, en fait, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire, c'est que premièrement, vous n'avez pas une garantie en fait scientifique de l'absorption. Et deuxièmement, la sécurisation de l'arbre. L'arbre, il peut être coupé et après être utilisé comme bois de chauffe. Alors là, c'est le pire. Là, vous avez un redégagement du gaz à effet de serre. Bon. Et juste pour donner un ordre d'idée, c'est que le coût attenant donc à la tonne de CO2 quand on est sur des actions qui sont véritablement sur base scientifique avec une sécurisation, c'est à peu près entre 800 et 1000 euros la tonne. Et là, on en est bien loin. C'est la question que j'allais vous poser, parce que même 100 paraît élevé, et là, vous parlez de 1000 euros la tonne. C'est ça ? Quand on est sur une base qui est une base vraiment crédible scientifiquement et donc avec une sécurisation dans le temps, c'est très coûteux. Et donc, on est sur des coûts là qui sont en fait des coûts réels. C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde sur des prix de marché, en fait, ça correspond à ce qu'on appelle les théories du signal prix, des choses comme ça, mais ça ne correspond pas à une réalité d'action. Quand on commence à passer sur des vrais coûts d'action, évidemment, ça devient extrêmement coûteux. Et du coup, ça permet de se poser la question, c'est peut-être un peu mieux de faire évoluer les modèles d'affaires pour qu'ils soient moins polluants. On n'a pas besoin d'autant, non pas compenser, comme disait Amandine dans le chat tout à l'heure, mais de contribuer, parce qu'on sent bien qu'une vraie compensation rendrait les business models extrêmement fragiles, enfin les business models tels qu'on les envisage aujourd'hui. J'ai à peu près résumé, Alexandre? Oui, c'est ça dans les grandes lignes. Ouais. Bon, forcément, ce sera dans les grandes lignes. Mais c'est ça. Je rebondis parce qu'on va poser 2-3 questions avant de passer à la suite. Question rapide, pourquoi le GIEC parle de 108 euros? Question de Philippe Jacquet, qui est explorateur d'ailleurs sur le défi biodiversité. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que dans les coûts qui sont avancés, il y a des confusions aussi dans de quel coût on parle. Alors là, pour le coup, c'est un des points centraux de CARE, c'est de faire vraiment des distinctions entre différentes catégories de coûts.
Et d'ailleurs, CARE est très aligné sur une initiative qui s'appelle la Net Zero Initiative, qui est donc une qualité de neutralité carbone, qui est donc menée à l'international et qui va justement vraiment déterminer et notamment distinguer deux choses qui sont souvent confondues et qui fait qu'on va se retrouver avec des chiffres dont on ne comprend pas toujours exactement la teneur. En fait, les deux choses, parmi d'autres, qui doivent être distinguées, c'est le fait donc d'avoir notamment des puits de carbone qui vont donc éliminer une partie du carbone de l'atmosphère. Donc là, on est dans le cas ce qu'on appelle de la préservation, c'est-à-dire qu'il y a eu une action, une activité humaine et il va falloir permettre une restauration. Et puis, il y a des activités, alors dans CARE, qu'on appelle d'évitement. Alors là encore, j'utilise les termes de CARE qui ne sont pas exactement ceux de la Net Zero Initiative, mais peu importe. Les activités d'évitement, ce sont les coûts de changement du modèle d'affaires pour qu'il soit moins polluant. Et ce qui se passe, c'est que souvent, on fait des réflexions en net, c'est-à-dire qu'on va faire une sorte de compensation entre les coûts ce qu'on appelle les coûts d'évitement et les coûts de préservation. Et ça conduit à avoir une réflexion qui n'est pas très claire. Et d'ailleurs, c'est ce que la Net Zero Initiative demande, c'est-à-dire de bien distinguer ce qui relève d'évolution de modèle d'affaires, de ce qui relève de puits de carbone et de ce qui relève de ce qu'on appelle aussi les actions de prévention. Et de ne pas avoir de compensation entre tout ça pour avoir un chiffrage correct et méthodique. Donc, quand on a des coûts qui émergent à 108, 200 euros ou des choses comme ça, c'est souvent que derrière, on a eu déjà des réflexions en termes de compensation entre différentes activités possibles. Alors, il me semble qu'on a perdu Jérôme. La connexion je pense, planté. Du coup, je vais juste de prendre le relais le temps que Jérôme revienne parmi nous. Il y a une question de Olivier qui dit: est-ce possible de comparer le coût de compensation dans le temps, donc dont on a parlé de 2 000 euros, et des coûts d'évitement pour pouvoir justement avoir un levier d'incitation? Alors totalement. D'ailleurs, alors avec CARE, on peut faire ce qu'on appelle une analyse intégrée, c'est-à-dire une fois qu'on a donc structuré on a restructuré le bilan et le compte de résultat. Donc CARE permet donc une comptabilité intégrée en restructurant le bilan et le compte de résultat, donc avec les enjeux financiers, sociaux et environnementaux. On peut en faire une analyse intégrée. Et je parle de ça parce que du coup, on structure ce qu'on appelle un ratio d'endettement naturel dans CARE, qui est un ratio qui va conduire notamment à ce type de réflexion, c'est-à-dire faire une comparaison entre les coûts donc d'évitement et les coûts de préservation. Et donc, par ce ratio, qui est un ratio d'ailleurs, si je veux être un tout petit peu technique, ça fait ce qu'on appelle un ratio de solvabilité environnementale, ce type de ratio sert justement à ça, en fait, et donc d'avoir un accompagnement et un guidage des entreprises dans leur stratégie et dans leur stratégie, par exemple, climatique, si on est sur la question du climat. D'accord. Il y a aussi d'autres questions qui viennent sur la dette pour continuer cette discussion, notamment Anna qui nous demande dans le chat comment estimer le coût de remboursement de la dette dans le futur. Alors, en fait, on va pas raisonner. Alors, déjà, on raisonne pas sur des modèles à 40 ans ou quoi que ce soit. En fait, pour donner une idée de comment fonctionne la question de la dette climatique dans CARE, c'est que déjà, donc, il faut structurer donc, ce qu'on va appeler le capital climat ou capital atmosphère. C'est quoi? C'est la traduction du climat et de sa stabilité, la stabilité climatique, au niveau de l'entreprise. Alors, pour faire simple, ça va correspondre à la structuration d'un budget carbone au niveau de l'entreprise. Donc déjà, on part avec un budget carbone. La deuxième chose, c'est qu'on va considérer qu'il y a une dette climatique à partir du moment où on dépasse le budget carbone. Donc un budget carbone, pour rappel, c'est un niveau d'émission maximale par année et le niveau maximal donc, va décroître jusqu'à descendre à zéro. Et là, on est donc en neutralité carbone. Donc, on va avoir une dette climatique à partir du moment où on dépasse en fait le budget carbone de l'année. Et donc, en fait, on va raisonner sur des dettes annuelles. C'est-à-dire que la question, c'est au bout d'un an, est-ce que l'entreprise est raccord ou pas avec son budget? Sinon, donc, si elle a dépassé, donc là, elle a une dette climatique, cette dette climatique, il faut donc faire quelque chose pour l'éliminer. Donc, c'est là où on va avoir des puits de carbone. Et on refait ça l'année suivante. Donc, on va avoir potentiellement une dette qui s'accumule si l'entreprise ne fait rien.
Donc, on ne cherche pas à avoir un raisonnement prévoir une dette à X années, ce qui n'a pas de sens. Si on récupère justement toute la modélisation sur base biophysique via les budgets carbone, et ensuite, on fait donc un chiffrage annuel de savoir si on a une dette climatique qui existe ou si elle est résorbée, et donc la suivre dans le temps, en fait. D'accord. Il y a Laurent dans le chat qui, pour faire le lien avec la comptabilité actuelle, les approches actuelles qui sont mises en pratique, il évoque la notion d'externalité et il demande s'il y a un lien avec cette dette et ce coût environnemental. Alors, en fait, non, parce que justement, merci pour la question et d'évoquer la question des externalités. En fait, cette notion d'externalité commence à s'imposer aussi dans le débat. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a 20 ans, quand on parlait d'externalité, en fait, la plupart des acteurs nous disaient, vous êtes en train de mobiliser des concepts un peu ésotériques, on ne sait pas de quoi vous parlez, et ça commence à s'imposer de plus en plus dans le débat. L'externalité est malheureusement mobilisée comme synonyme d'impact, alors que pas du tout. Une externalité, littéralement, sa définition stricte, c'est un désavantage ou un avantage qu'un agent économique, par exemple une entreprise, crée sur un autre agent économique, un consommateur, au niveau de sa perte de bien-être, et donc en dehors en fait d'une compensation possible sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire? En deux mots, si je continue sur la question du carbone, vous avez une entreprise qui émet en fait des gaz à effet de serre, donc elle pollue le climat, pollue l'atmosphère. Jusque-là, il n'y a pas d'externalité. L'externalité n'existe pas. Parce qu'en fait, dans la théorie des externalités, l'environnement, en fait, entre guillemets, pour le dire, on s'en fiche un peu. C'est-à-dire qu'en fait, tout est organisé autour d'agents économiques purement humains. Donc, le fait de polluer le climat n'est pas une externalité. Il va y avoir une externalité à partir du moment où la pollution du climat, pollution atmosphérique, va entraîner une perte de bien-être, en fait exactement une perte de ce qu'on appelle techniquement la fonction d'utilité d'un consommateur, et que, donc c'est là où on a le constat d'une externalité, et que cette perte d'utilité n'est pas compensée, alors là c'est vraiment la compensation au sens strict, par le fait que l'entreprise paye ce consommateur donc pour le dédommager de cette perte de bien-être. Et du coup, cette compensation peut se faire par la création d'un marché où, grosso modo, l'entreprise achèterait achèterait justement la possibilité donc de compenser cette perte de bien-être d'un consommateur. C'est ça l'externalité et ce qu'on appelle l'internalisation des externalités. Donc, dès qu'on est sur l'externalité, on est sur les théories en fait de trouver un prix, en fait le prix que devrait refléter un marché réel ou virtuel. Donc, concernant une atteinte en fait à des pertes de bien-être des consommateurs via éventuellement des pollutions environnementales. Mais c'est ça l'externalité. Ça n'a rien à voir avec la question de dette vis-à-vis, par exemple, de l'environnement. D'accord, merci. Je repasse la parole à Jérôme qui nous a rejoint. Je me suis reconnecté, donc merci à Quentin d'avoir continué. Je suis totalement remplaçable, donc c'est génial. Et merci pour toutes ces questions passionnantes de la communauté. Alors, question de Louis qu'on va reprendre. Et que dire des externalités sur les indicateurs de valeur biodiversité? En fait, à peu près la même chose, c'est-à-dire que la théorie des externalités, donc déjà en termes déjà philosophiques, pose beaucoup de questions parce que, encore une fois, on est sur une approche où l'environnement ne compte pas, il ne compte que par l'appréhension donc de la perte d'utilité des consommateurs. Et c'est même, ça va au-delà de ça parce qu'on est sur des approches dites utilitaristes, c'est-à-dire qu'on n'a même pas accès à des notions de déontologie. C'est-à-dire que si vous dites il est nécessaire, indépendamment des conséquences, de garantir la protection de l'environnement pour garantir la santé des consommateurs, vous n'êtes plus dans une approche utilitariste, c'est-à-dire que vous dites, quoi qu'il se passe, vous devez garantir la protection de l'environnement. Là, vous sortez de la théorie des externalités, par exemple. Et donc, la théorie des externalités est une théorie qui est très, très, précise en termes de compréhension du monde, donc qui renvoie à des enjeux purement utilitaristes où l'environnement n'existe pas. La deuxième chose, c'est qu'on pourrait se dire, oui, mais techniquement, ça peut fonctionner. C'est-à-dire qu'au final, si ça conduit quand même à une bonne gestion environnementale, après tout, pourquoi pas?
Le problème, c'est que là encore, on a des modèles bioéconomiques qui sont connus en plus, mais qui sont malheureusement connus que voilà, dans une discipline particulière, notamment un modèle qu'on appelle le modèle de Peirce, qui existe depuis 1976, qui prouve que l'internalisation d'externalités conduit systématiquement à un non-respect de la résilience des écosystèmes. C'est un résultat qui a été régulièrement en fait réétudié, et notamment il y a un très bon papier d'Olivier Godard, qui est un des très grands économistes de l'environnement français, qui est disponible en ligne, d'ailleurs ce papier de 2004, qui réévalue tout le modèle de Peirce et regarde comment on peut l'éviter. Et en fait, sa conclusion, c'est on ne peut pas l'éviter. Et il conduit, en fait, Olivier Godard explique, la théorie des externalités, en fait, même si elle peut éventuellement un tout petit peu freiner, ne participe pas, en fait, à une remise en question de l'atteinte au bon fonctionnement de l'environnement. Merci, Alexandre. J'avais une question un peu provocatrice. Vous allez me suivre. Admettons, on prend un exemple concret. On prend une grande entreprise qui produit de l'alimentaire, qui produit des boissons gazeuses, conditionnées en bouteilles en plastique pour beaucoup, qui utilise beaucoup d'eau dans sa production et qui peut contribuer au surpoids et donc pèse, enfin, un exemple, pèse sur le système de santé des États. Qu'est-ce qu'il advient de cette, dans les grandes masses, qu'est-ce qu'il advient de cette entreprise si on applique la comptabilité CARE sur sa valorisation, du coup, actuelle et projetée, et du coup sur son existence même? Dans l'état actuel des choses, il y a de fortes chances pour que donc elle récupère un certain nombre de dettes socio-environnementales et qu'elle ait donc une baisse très forte de son résultat et de sa valorisation. Ce qui se passe, c'est que on pourrait dire, bon, alors c'est catastrophique, pourquoi mettre en place CARE? Un modèle comptable, et j'insiste là-dessus, la comptabilité n'est pas là pour juger, c'est pas la comptabilité qui juge. La comptabilité est là pour cadrer, pour donner en fait justement une représentation du monde qu'on considère comme étant adéquate et pour pouvoir ensuite soutenir la prise de décision. Donc, ce que fait CARE, c'est pas juger en disant vous êtes une mauvaise entreprise, ça n'a aucun sens. C'est de dire voilà ce qu'est la réalité de votre fonctionnement eu égard en fait aux enjeux actuels. À partir de là, on peut commencer à avoir en fait une façon clarifiée et si ce n'est objective, en tout cas structurée, pour savoir comment faire évoluer le modèle d'affaires, dessiner d'autres façons d'aborder l'entreprise. Donc, c'est un peu comme la fameuse expression casser le thermomètre pour pas voir que la température est en train d'augmenter. C'est ça, c'est-à-dire CARE dit juste ça va pas et maintenant voilà, on juge pas, c'est comment on s'y prend pour rétablir un certain nombre de choses. Donc oui, dans un premier temps, ça peut être un peu compliqué, mais c'est surtout un indicateur qui doit être pris comme une façon de resituer stratégiquement en fait une évolution d'une entreprise. Alors pour rester dans cette même veine où on rentre vraiment dans la capacité des entreprises à s'en saisir et qui rejoint pas mal de questions qu'on va prendre juste après, du coup, je suis une entreprise, on va dire en dehors de toute considération éthique, parce que l'éthique, c'est un sujet complexe à manier. Quelle peut être la motivation d'un dirigeant d'entreprise ou d'un dirigeant comptable ou d'un board, peu importe, à utiliser votre méthode? Les motivations sont multiples. Alors là, par rapport à ce qu'on voit sur le terrain aussi, vraiment là, je parle aussi parce qu'on a pas mal d'expérimentations, que ce soit en recherche, en R&D. Ce qui se passe, c'est que alors, on a déjà une première motivation qui est de permettre de faire remonter tous les enjeux de développement durable et de RSE, responsabilité sociale des entreprises, au niveau des directions financières et donc d'avoir une pensée plus intégrée au niveau des groupes et donc de permettre aussi à certains acteurs de dialoguer entre eux, ce qui est souvent difficile. Maintenant, de façon plus directe par rapport à la préoccupation des entreprises,
Ce qui remonte du terrain, c'est d'avoir un système qui soit absolument aligné sur des enjeux scientifiques et qui permet de ne pas faire de greenwashing, de ne pas être accusé de greenwashing. Et donc d'avoir un système clair en termes d'information qui puisse dire, voilà, on en est là, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça remonte assez régulièrement. Ça permet donc de dessiner des lignes stratégiques plus claires et de clarifier en fait tout le comment dire de repenser le modèle d'affaires dans des termes qui sont complètement clairs au vu des enjeux socio-environnementaux, parce que c'est ça l'apport de CARE. C'est pas juste de structurer des indicateurs, c'est vraiment de repenser toute la logique du modèle d'affaires pour l'aligner sur des enjeux socio-environnementaux. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez apprécié par les acteurs, parce que du coup, ça permet de refaire en fait un certain nombre de connexions. Parmi les professions qui sont parmi les plus grandes défenseuses de CARE, c'est par exemple les contrôleurs de gestion, qui en fait comprennent tout de suite comment fonctionne CARE, et ça leur permet de recomprendre leur travail et donc de devenir aussi des acteurs vraiment du changement interne. Donc, ça permet voilà, de mobiliser plein d'acteurs qui, généralement, ne sont pas mobilisés sur le développement durable au niveau des entreprises. Et puis, la dernière chose, c'est que ça permet d'avoir d'autres types de dialogues avec un certain nombre d'acteurs, notamment avec des financeurs, en permettant de montrer, en fait, des indicateurs, par exemple, d'analyse intégrée pour dire, voilà, effectivement, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on peut faire. Et donc, venez nous financer pour nous aider, par exemple. Parce que dans CARE, on peut distinguer des financements dits d'exploitation, de financement dit de transition écologique. Donc ça, c'est des choses qui sont distinguables dans CARE. Et puis d'avoir un dialogue avec des acteurs comme les fournisseurs ou les clients qui sont sur des bases renouvelées, en disant aux clients, écoutez, un peu comme de l'initiative C'est qui le patron, on est capable de vous montrer que voilà, il y a des coûts de préservation qui doivent être passés. Et donc, on a des prix qui vont être un peu plus chers, mais c'est justifié, c'est pas un problème de marge, par exemple. Donc ça, c'est partie de la Ça peut permettre aussi peut-être à l'entreprise d'anticiper ce qui seront les futures normes, en quelque sorte. Oui, alors tout à fait. Par rapport à ça, évidemment, c'est énormément en tête. Ce qui se passe, hein, c'est que sur ces questions d'anticipation de normes, c'est qu'on insiste bien sur le fait que notamment avec ce qui se passe au niveau européen avec ce qu'on appelle le règlement taxonomie, donc les activités taxonomie des activités durables, ce genre d'initiative, il y a de plus en plus un alignement sur des objectifs sur base scientifique qui commencent à apparaître, et notamment dans le cadre européen. Et donc, encore une fois, il faut des outils crédibles qui permettent d'avoir une structuration claire des choses. Et encore une fois, ce n'est pas avec 2 ou 3 indicateurs qu'on va s'en tirer. OK. Alors, on rentre encore plus, et ça rejoint beaucoup de questions qui ont été posées par Vanessa Weck, par Philippe Jacquet, encore une fois. Puis après cette question, on ouvrira les micros pour que vous puissiez poser vos questions directement. Mais là, les questions, on est inondé. Donc, ça montre que, d'une part, les gens s'intéressent à la comptabilité, mon cher Alexandre, c'est bon signe, et que cette question passionne, et qu'on arrive à la rendre simple, presque d'accès et compréhensible, ce qui est votre fort talent, dirais-je. Question, je suis directeur d'entreprise, j'ai été convaincu, je vous regarde là, je fais partie de la communauté des Engage Calls, et puis je me dis, je veux mettre ça en place. Comment je fais, par quoi je commence et combien de temps ça va me prendre, en quelque sorte, pour simplifier. Alors, comment faire c'est pas très compliqué. C'est déjà, si c'est donc pour aller sur quelque chose d'assez appliqué, il y a un certain nombre de cabinets qui sont positionnés. Alors, par exemple, le cabinet Compta Durable, on a d'autres cabinets qui commencent à se positionner sur CARE. Est en train d'être lancé le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, pardon, qui va être officiellement lancé le 22 avril d'ailleurs, qui va contenir en fait le centre de développement méthodologique de CARE que je vais coordonner et qui va fédérer en fait les acteurs professionnels, institutionnels et ONG qui sont intéressés par CARE notamment. Et donc, ça permettra d'avoir en fait une sorte de plateforme pour dialoguer avec les acteurs intéressés justement par une mise en application de CARE ou des choses comme ça, de faire de relais avec d'autres cabinets, etc. Et puis, sur des approches plus entre recherche et R&D, parce qu'on a des entreprises qui sont plus intéressées par des projets un peu plus longs pour avancer, être un peu plus à la pointe sur les questions R&D.
on a la chaire comptabilité écologique que je co-dirige, qui donc en fait peut largement donc structurer des projets de recherche avec les entreprises, enfin, ce qu'on fait hein, d'ailleurs avec certaines entreprises. Donc voilà, donc il y a déjà toutes ces possibilités-là. Sur la temporalité, pour donner un ordre d'idée, on a une grosse opération qui s'est terminée, donc, notamment avec le cabinet Compta Durable. L'ADEME était impliqué dedans et l'Institut national de l'économie circulaire aussi, avec le soutien à l'époque du Haut-Commissariat à l'ESS. Donc, c'est une expérimentation auprès des entreprises en PACA. Ça a duré 1 an. Donc, pour avoir vraiment en fait le temps de travail avec plusieurs ateliers qui se renouvelaient avec un travail important au niveau des entreprises. Donc voilà, ça a pris 1 an pour une expérimentation. Pour des travaux donc plus d'approfondissement de recherche, on est sur du 3 ans. Donc là, par exemple, on a un projet avec Carrefour. On a un projet avec le Rémichon. Je ne vais pas citer toutes les entreprises. Donc là, on est sur des projets de 3 ans, 3-4 ans. Et puis, alors je ne me souviens plus la fin de la question. C'était… Moi non plus. Elle était trop complexe. Non, voilà. Voilà. Donc, comment… Si, il y avait la temporalité. Combien… C'était ça, mais vous avez commencé… Voilà, la temporalité, c'est ça. Alors, j'indique juste que si vous voulez poser une question en direct, Alexandre, c'est très simple. Vous levez la main et on vous ouvrira le micro. Et donc, vous pourrez… vous voyez en bas à droite, là, vous levez la main. Quand vous voulez. Du coup, j'enchaîne avant que les mains se lèvent. Est-ce que vous connaissez, c'est Philippe Jacquet qui pose la question, une initiative qui s'appelle Vérité 40, qui entend placer les entreprises du CAC 40 sur cette question de création de valeur, probablement au pluriel, et pas sur leur classement boursier, je dirais, classique. Ça vous dit quelque chose? Alors, j'en ai entendu parler, j'avoue, je ne suis pas allé regarder, honnêtement. Et ma réflexion est que je suis toujours, toujours un peu de retenue quand on parle de création de valeur et qu'on va aborder la question de la durabilité uniquement par une question de création de valeur, notamment actionnariale. Actionnariale, ça ne veut pas dire… Enfin, création de valeur, incluant les enjeux extra-financiers. Hein. Comme je l'ai dit, souvent, ces approches sont des approches donc, qui considèrent la nature sous un aspect assez très productif, qui va mobiliser la théorie des externalités ou des choses comme ça. Alors, je ne dis pas que c'est ça, hein, je ne suis pas allé regarder, mais tout ça, en fait, on sait que sur les modèles bioéconomiques montrent que ça ne fonctionne pas pour avoir une bonne gestion écologique. Donc, voilà, après, je ne peux pas rentrer plus dans le détail ne connaissant pas n'étant pas allé regarder précisément. N'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions, parce qu'il y a plein de questions, mais sinon c'est moi qui les pose, peu importe. Donc je reprends une question, je fais un petit mélange, mais de Benjamin Weinstein, de Marie de Noroy ici. Cette méthode est-elle applicable dans les exploitations agricoles? Plus qu'applicable, en fait, on fonctionne énormément avec les exploitations agricoles, notamment avec le réseau Ferme d'Avenir, dont le plaidoyer comptable est CARE. Donc là, on a plusieurs thèses qui sont dans l'exploitation agricole, on a plusieurs exploitations agricoles qui expérimentent CARE, donc c'est même un des terrains les plus propices à mettre en place CARE. Merci pour cette réponse claire et rapide. Est-ce que, Quentin, tu peux ouvrir le micro pour donner la parole à Olivier, qui a levé la main? Et pardon, Marie, je n'avais pas vu que vous aviez levé la main. Donc, je ne vous ai pas cédé la parole, pardon. Bonjour. Olivier, on vous écoute. Bonjour, vous m'entendez? Absolument. Oui, très rapidement. La vision comptable est très souvent centrée sur un système fermé qui est celui de l'entreprise, avec certes des relations fournisseurs-clients, mais c'est centré sur l'entreprise. Or là, vous parlez d'un capital climat ou un capital carbone qui est un capital commun. Comment savoir la part de capital qu'une entreprise de capital doit, entre guillemets, préserver, je dirais en fonction de son chiffre d'affaires, de son activité, de sa localisation, etc. Comment vous faites pour attribuer une part de capital climat au niveau comptable? Ou écosystémique, en tout cas environnemental, c'est ça? Exactement. Alors, au niveau du climat, merci pour la question. Alors, au niveau du climat, en fait, on a le travail qui est facilité par l'initiative SBT, Science Based Target, qui va structurer justement des budgets carbone au niveau des organisations et des collectivités territoriales. Donc là, il y a un travail en fait de modélisation qui est fait par eux. Donc là, on récupère juste le budget carbone, qui est une traduction de la stabilité climatique au niveau de l'organisation.
Sur d'autres capitaux extra-financiers, par exemple, on a la question, par exemple, du cycle de l'eau sur les bassins versants. Là, on travaille activement avec les comptabilités dites écosystèmes centrées. Alors, la chaire comptabilité écologique, en fait, opère à 3 niveaux de comptabilité. Le niveau organisationnel avec CARE, le niveau écosystémique, donc avec ce qu'on appelle les comptes de contribution écosystémique, et la comptabilité nationale, où on va travailler sur les dettes écologiques au niveau national et les coûts écologiques non payés. Et le but, c'est de travailler donc en articulant ces 3 niveaux. Et notamment, on travaille de façon très active à la création donc de ce qu'on appelle un métamodèle entre CARE et la comptabilité écosystème centrée. Donc, on a pas mal de terrains d'expérimentation sur donc la question du cycle de l'eau, sur la question du capital sol dans des territoires, etc., etc. Donc, c'est par ce biais-là, juste pour dire 2 mots là-dessus, c'est que la comptabilité écosystème centrée, en fait, on va avoir un travail donc sur un écosystème lui-même, un socio-écosystème, et il va y avoir une cartographie des acteurs, et donc de voir les interrelations entre les acteurs, et on va définir en fait des sortes d'équivalents de comptes pour arriver à structurer la gestion donc sur ce territoire. Merci. Autre question qui concerne plus l'international. Je rejoins une question de Florence Yerles, qui est aussi Exploratis Engage, défi. Alors, c'est plus sur l'international. Je vous lis les deux. On entend beaucoup que l'État hésite très fortement à pousser, voire intégrer des modèles comme CARE sur les évolutions de réglementation. Est-ce que c'est vrai? Première question. Est-ce que l'État freine un peu ou enfin n'est pas très motivé pour faire avancer le truc? Alors, c'est une question très complexe parce que il y a ce qui se passe, c'est que au niveau comptable, il y a une première réflexion qui est est-ce que on part sur des normes comptables intégratives ou pas? Alors, il y a. Vous pouvez développer ça parce que là, vous me perdez là. Oui. C'est-à-dire, est-ce que donc CARE propose justement un bilan et un compte de résultat totalement intégré. Donc, on intègre en même temps les enjeux financiers, sociaux, environnementaux. Un certain nombre d'acteurs institutionnels ne sont pas complètement alignés sur ce point de vue en disant on garde le bilan et le compte de résultats normaux et ensuite on met des informations extra-financières à côté. Alors, c'est pas du tout donc la posture de CARE, mais c'est une posture qui est un peu, on va dire, officielle, enfin plus ou moins officielle au niveau français et européen. Ça conduit à des problèmes qui est que quand de toute façon les acteurs font une intégration entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut être clair, il y a un moment donné une entreprise, elle vit sur des flux financiers. Donc, si elle veut vraiment prendre en compte de l'extra-financier, il y a un moment donné, il y a une connexion entre l'extra-financier et le financier qui doivent être faits. Si la comptabilité ne structure pas ça, ça veut dire que c'est les acteurs qui sont laissés, en fait, c'est les acteurs qui font comme ils le veulent, comme ils le sentent. Et du coup, on ne sait pas exactement ce que ça donne. Donc, c'est pour ça que déjà, il y a un premier frein par rapport à ça. Le deuxième frein, c'est sur la question de comment on s'y prend si on fait une intégration. Énormément d'initiatives sont plus poussées sur cette idée donc de représentation des services écosystémiques, de la nature comme étant productive, etc., etc. Ça, il y a quand même beaucoup plus poussé plutôt dans ce sens-là, entre guillemets. Et à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, le règlement taxonomie des activités durables a tendance à aller plutôt sur une vision de coût. Mais alors, c'est vraiment très balbutiant. Donc, il y a des jeux effectivement politiques, voire géopolitiques, très forts autour de ça. Et CARE, en fait, défend une perspective. C'est une perspective d'intégrativité complète sur une base de coûts, donc de coûts de protection, de coûts de préservation, et sur une base de bons états écologiques. Et ces 3 éléments-là sont tout sauf on va dire, accepté par tous les acteurs. Et vous parliez de géopolitique, je rebondis là-dessus. Y a-t-il des partenaires à l'international? Enfin, comment, en fait, les anglo-saxons, pour faire simple, se saisissent de cette question? Alors, oui, c'est une excellente question. Oui, il y a des partenariats largement qui se dessinent. La question est complexe parce que là aussi, la façon d'aborder ces questions-là dans les pays anglo-saxons est encore une fois beaucoup plus basée sur les questions de services écosystémiques, de nature productive, et alors pas du tout sur une comptabilité d'ailleurs à base de coûts. On est sur une comptabilité qui doit montrer la valeur pour les actionnaires. Alors, donc déjà, voilà, il y a
un univers très différent. À côté de ça, il faut savoir que les premières réflexions sur les coûts durables proviennent quand même de Grande-Bretagne. Donc, il y a une réflexion aussi critique en comptabilité historique. Donc, du coup, ça crée des alliances et notamment, il y a des défenseurs très forts en Grande-Bretagne de ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent les Sustainable Historical Costs, donc les coûts historiques durables, notamment quelqu'un qui s'appelle Richard Murphy, qui est un des leaders du Green New Deal en Grande-Bretagne, avec lequel on est en dialogue, justement, pour voir ce qu'on peut faire. On a aussi des initiatives, une initiative internationale avec la Grande-Bretagne sur une expérimentation sur l'île Maurice, entre CARE et la comptabilité écosystème-centrée. On travaille aussi en dialogue avec des équipes néerlandaises pour essayer de voir justement comment déjà faire monter ça au niveau européen dans une ambiance, encore une fois, qui est pas toujours totalement homogène sur les volontés de direction que doit prendre la comptabilité intégrée. Okay. Très bien. Par rapport à la biodiversité, question de Catherine Grandjean, vous avez parlé du coût pour la préservation de l'écosystème, ce qui indique que nous partons sur un temps zéro. Enfin, vous venez de l'évoquer presque un peu cette question-là. Mais qu'en est-il de la régénération pour des écosystèmes abîmés par les activités de l'entreprise? Et en fait, comment est-ce qu'on doit comptabiliser dans cette comptabilité CARE ce qu'elles ont déjà aussi fait comme mal, comme pollution à notre écosystème? Alors, oui, alors totalement, c'est une question qui revient souvent. En fait, coût de préservation ne veut pas dire coût de préservation dans l'état dans lequel on reçoit en fait un capital. Coût de préservation, c'est par rapport à ce qu'on appelle un bon état écologique. Donc, dans la préservation, il peut y avoir une nécessité déjà de remettre à niveau de l'état, du bon état écologique au moment même où on commence à exploiter en fait le capital concerné. Donc, ça, c'est une première précision évidemment très importante. Et du coup, les coûts qui sont obligatoirement à passer au moment, donc par exemple, l'exemple typique, vous récupérez un sol qui est très endommagé, c'est pas l'agriculteur qui le récupère qui a fait ça, mais il se trouve donc obligé de le remettre déjà dans un bon état écologique. Ces coûts afférents, donc qui font partie des coûts de préservation, mais qui sont donc qui arrivent donc au tout début de l'exploitation, sont passés en fait dans des comptes particuliers, des sous-comptes particuliers en fait de la dette vis-à-vis du capital sol, en fait, donc de la structuration des coûts de préservation, de façon à bien identifier que c'est la comptabilité, en fait, c'est le gain de la comptabilité, c'est de la valeur informationnelle, bien avant d'être de la valeur financière. C'est donc permettre d'avoir une structuration de l'information. Donc, c'est pour donner l'information, OK, il y a des coûts qui sont passés, mais ces coûts-là sont des coûts très particuliers pour permettre de revenir à l'état, au bon état écologique, et c'est pas attenant à l'agriculteur. D'accord. On accélère parce qu'il reste 5 minutes. Pour les aspects fiscaux, n'est-on pas obligé de garder la compta financière pure? Il faut montrer les factures, dit Paul Carcuivels. Non, même quelque part un peu l'inverse. Hein, c'est que justement, pour asseoir une fiscalité verte, il faut montrer d'autres choses. Ce qu'on défend beaucoup, c'est que toute la fiscalité, donc en fait, des entreprises repose sur la comptabilité, et c'est normal. Ce qui se passe, c'est que quand on passe sur la fiscalité dite verte, hein, on génère des taxes qui ne sont plus endossées à la comptabilité, qui sont bombardées sur l'entreprise et qui du coup sont un peu hors sol. Le but, c'est que quand vous commencez à intégrer les coûts de préservation en fait dans la comptabilité de l'entreprise, vous allez restructurer la valeur ajoutée, vous allez restructurer le résultat d'exploitation, etc. Et donc, vous allez avoir de nouveaux marqueurs possibles, des nouvelles bases, des nouvelles assiettes possibles pour avoir une fiscalité beaucoup plus fine et qui soit en regard de la réalité de ce que font les entreprises. OK. Alors, comment dire, je réagis, je rebondis sur une question qui, à mes yeux, aussi apparente. La monnaie est faite pour les échanges entre humains. L'euro est-il la bonne monnaie pour une comptabilité environnementale alors que les euros environnementaux ne sont pas fongés avec le reste du bilan de l'entreprise? Le kilowattheure ne serait-il pas plus pertinent? En effet, la nature utilise aussi l'énergie, pas des euros, nous dit Fabien Jean. Ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, j'insiste sur le fait que l'euro qui est mobilisé, c'est sur des coûts nécessaires pour préserver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fongibilité entre les capitaux qui sont employés dans CARE. Il n'y a absolument aucune substituabilité. Et alors, ce qu'on appelle la soutenabilité forte écologique, et que la mobilisation de l'euro n'est là que pour montrer donc un système économique
justement les coûts attenants pour garantir une préservation et une transition écologique. Pour le dire plus clairement, en fait, c'est très basique hein, comme problématique, c'est de dire, si vous voulez garantir la stabilité climatique, il va falloir payer quelque chose. Et donc, ces coûts-là, il faut les absorber et il faut correctement les structurer parce que ça ne sert à rien de dire il y a une grande masse à payer. Non, il faut savoir d'où ça vient, comment est-ce que c'est fait, etc., etc. Donc, il n'y a pas de fongibilité. En fait, ce n'est pas parce qu'on mobilise l'euro qu'il y a des substituabilités. En fait, on a cette impression parce que malheureusement, ce qui s'est imposé dans les débats, c'est la notion de prix de l'environnement et de la notion donc, de la valeur, du stock de valeur que représenterait l'environnement. Mais autrement, non, dans le cas, il n'y a aucune fongibilité. J'aime bien cette question de Benjamin Weinstein, que je salue au passage, et qui ouvre finalement un peu ce dialogue pour le sortir de la simple comptabilité, entre guillemets. Peut-on imaginer une extension de cette comptabilité avec une transposition des outils de la finance, ou à la finance, en termes de bourse, d'augmentation de capital, d'emprunt, etc. Oui, oui, alors totalement, ça, on y travaille aussi activement. Et ça restructure en fait la finance dans un sens où, en deux mots, donc j'ai dit donc la comptabilité a changé, il y a une évolution donc qui est passée donc d'un paradigme historique à un paradigme qui tend à s'imposer où on va montrer la valeur actionnariale. Ça a été la même chose pour la finance. La finance est passée d'une vision qui était de financer les entreprises et la comptabilité devait montrer justement comment est-ce que ce financement était utilisé, à une vision où la finance sert à valoriser l'entreprise sur les marchés et à assurer une liquidité en fait des flux de titres et à assurer la compréhension du risque pour l'actionnaire. Et donc ça, c'est raccord avec une comptabilité qui ne fait que montrer la valeur pour l'actionnaire. Donc la compréhension de la finance selon Kerr, c'est déjà reconnecter avec la finance historique, c'est-à-dire la finance, ça doit servir à financer les entreprises, entre guillemets, point à la ligne. Et la deuxième chose, c'est que du coup, c'est des financements qui viennent en euros, mais qui viennent aussi en termes de capitaux extra-financiers. Donc là, il ne s'agit pas, encore une fois, de structurer des marchés pour avoir des valorisations de titres, qui est d'ailleurs pas le but initial en fait de la finance, c'est de dire il y a des apports spécifiques à l'entreprise, comment est-ce qu'on structure ça et comment on organise ça à un niveau systémique. C'est ça en fait la restructuration de la finance selon Kerr. Merci beaucoup, Alexandre. On va conclure avec de l'art, comme on fait d'habitude. On vous a demandé de choisir une œuvre d'art. Vous avez choisi un extrait musical, me semble-t-il. Alors, c'est quoi et pourquoi? Alors, déjà, bon, je suis musicien et donc directement, on parle d'art, je pense musique. Mm-hmm. Et alors, au-delà du fait que j'aime beaucoup ce groupe, Muse, hein, Muse. Voilà. Et donc, l'album et les morceaux que j'ai choisis portent, donc, c'est Second Law, la deuxième loi de la thermodynamique, qui est en lien avec, qui correspond à la notion d'entropie, c'est-à-dire le fait que un système fermé, en fait, va avoir une, entre guillemets, pour le dire de façon très schématique, une évolution, en fait, une sorte de dégénérescence obligatoire, à moins qu'on puisse compenser ça par des apports extérieurs. Et ça a structuré, par exemple, toutes les théories de la décroissance. La décroissance vient de cette idée que le système économique, en fait, à un moment donné, ne peut générer en fait qu'une dispersion en fait en termes de pollution. On ne peut pas régénérer à l'infini. C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas régénérer à l'infini. Qu'il y a un moment donné, soit on arrive à trouver des apports extérieurs, soit on doit aussi partir sur une vision beaucoup plus sobre. Donc, pour le dire très simplement. Et ça me permet de faire la connexion avec, parce que c'était un clin d'œil, derrière avec un dialogue sur la question de l'entropie et le lien avec Kerr, avec un philosophe qui est décédé malheureusement l'année dernière, qui est Bernard Stiegler, qu'on avait commencé à monter via l'Institut de recherche et l'innovation qu'il dirigeait des projets, où il expliquait, dans le dialogue qu'on avait pu avoir, que justement la fonction de Kerr, c'était de montrer à la fois cette action anthropique, donc on va avoir une dégradation, et la possibilité donc d'avoir des préservations, et donc d'essayer de contrer cette entropie, mais tout ça a un coût. Et donc, comment est-ce que on réintègre ça dans la représentation qu'on a de nos entreprises, des organisations et de l'économie. Donc, c'était pour le clin d'œil. Et puis, dernier point, je trouve que la musique de Muse et les clips attenants montrent très bien la violence de ce qui se passe
autour des enjeux de durabilité. Très clairement, hélas, mais on va essayer de réduire tout ça. Voilà, c'est notre combat, mon cher Alexandre. En tout cas, merci infiniment pour cette approche qui était technique, mais qui finalement dépasse très largement pour devenir une approche économique, philosophique, voire spirituelle, dirais-je. Donc, on s'est régalé, je crois que la communauté aussi, et on a beaucoup appris. Nous, on va continuer à travailler avec les 4 entreprises qui ont rejoint le défi biodiversité maintenant, Intelligence Collective. Elles seront, je pense, très inspirées de tout ce que vous avez partagé. Il me reste à dire qu'on est en train de travailler et qu'on va bientôt lancer un MOOC sur la biodiversité qui touchera à la fois les citoyens et les salariés. Donc, je fais une sorte de petit appel. Tous ceux qui sont dans la communauté, qui veulent nous aider, n'hésitez pas à envoyer un mail à quentin@engage.world et comme ça, vous pourrez peut-être devenir explorateur d'Engage et puis contribuer et puis travailler avec nous sur cette question fondamentale. Et puis, eh bien, on se retrouve, j'espère, très vite. Merci encore 1000 fois, Alexandre, pour votre pensée si claire, simple et puis qui nous permet aussi de prendre de la hauteur. Et donc, à très vite à tous. Merci Alexandre. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.